Alors nous allons reprendre avec la tribune des professionnels pour la deuxième partie de cette matinée. Donc comme vous le voyez sur le programme, il y a plusieurs thèmes qui vont être abordés. Le conducteur fautif, la loi Badinter quand elle n'est plus accessible et que fait le juge étranger lorsqu'il doit appliquer la loi Badinter. Et nous avons un plateau avec 5 grands professionnels de la matière. Michel Derenfeld qui est intervenu ce matin, Frédéric Bibal, ce sont tous des avocats, Guylain de chez Leprêtre, Emma Dinparast et Yves Udina. Et nous commençons tout de suite par le thème du conducteur fautif. Alors 3 intervenants, Michel Derenfeld, Frédéric Bibal et Guylain de chez Leprêtre. Michel, tu as la parole. J'insisterai simplement sur un point qui a interrogé les assureurs, évidemment, pour la mise en œuvre de l'article 4 de la loi du 5 juillet. Nous avions pensé au départ que la grande difficulté, et ça s'est confirmé, ça serait de déterminer quelles sont les fautes qui excluent, quelles sont les fautes qui réduisent seulement l'indemnisation. Je laisse toutes les différentes phases par lesquelles on est passé avec un premier temps où ça a été le règne de la culpa levissima qui a fait dire à la doctrine que finalement le conducteur était même moins avantagé depuis la loi Badinter qu'avant cette loi, ce qui était vrai, jusqu'à ce qu'arrive la fameuse jurisprudence de Meyer. Eh bien, nous avons pensé, nous assureurs, que les juges du fond, invités à mesurer chaque faute en fonction de son degré de gravité, allaient peut-être finalement favoriser beaucoup les conducteurs en graduant de manière fine les différentes infractions commises par eux. Et il y en avait quand même 450 au niveau du code de la route. Alors il ne s'agissait pas de faire un catalogue, mais tout le monde comprenait la différence de gravité entre un petit excès de vitesse, un défaut de maîtrise, et le dépassement en haut d'une côte en 3e position, ou le non-respect d'un stop ou d'un feu. Malheureusement, la Cour de cassation, malgré ses incitations, malgré la condamnation qu'elle a faite à de nombreuses reprises de la faute cause exclusive, la faute unique, elle a elle-même reviré et aujourd'hui, elle semble même avoir abandonné le combat désespéré et désespérant des juges du fond d'arriver à mesurer la faute par son degré de gravité de manière plus favorable pour les conducteurs. Qu'est-ce qu'il reste ? Vous l'avez vu, il y a le projet de loi, et même si c'est devenu l'Arlésienne, le projet de loi de réforme de l'ARC, les assureurs, dans la majorité, pensent que la solution n'est certainement pas d'aligner le sort du conducteur sur celui des non-conducteurs, souhaitant plutôt une indemnisation par des contrats sur mesure pour le conducteur fautif, estimant que finalement il n'y a pas de raison de mutualiser les conducteurs non fautifs, la majorité, par rapport aux conducteurs fautifs malucés qui devraient pouvoir se payer eux-mêmes les conséquences de leurs graves infractions. Et donc, simplement, il faudrait peut-être qu'ici, par le biais d'une assurance obligatoire avec un législateur qui interviendrait pour déterminer les conditions même de minima de cette assurance du conducteur fautif, de manière à ce que les assureurs puissent proposer des plafonds suffisants d'indemnisation et peut-être reviennent sur certaines exclusions qui n'existent pas dans l'assurance de RC automobile obligatoire, comme la conduite en état d'ivresse ou la conduite sous l'empire de stupéfiants. J'ai tenu mes 5 minutes. À peine. Non, encore 1 minute. Ah, j'ai encore une. Ah, c'est pas. Encore. Bien. On en veut encore. Bon, donc effectivement sur cette notion de contrat de sécurité du conducteur fautif, nous avons le fait que lorsqu'il est non fautif, ce type de contrats peuvent jouer également en avance sur indemnité, et c'est à cet effet
que nous avons réussi à inscrire dans la loi Badinter un article 33 permettant à l'assureur, après les autres tiers payeurs, de pouvoir récupérer l'avance sur indemnité. Il n'y a pas trop de problème pour les préjudices extra-patrimoniaux, puisque par définition, les autres tiers payeurs ne servent pas de prestation à ce niveau, donc cet assureur sur l'avance sur indemnité se trouve seul pour récupérer facilement ces types de préjudices lorsqu'il les verse en avance sur indemnité. Merci, Monsieur le Président. Alors là, je suis en train de vivre la pression qui tombe sur nous dans une audience, lorsque les magistrats, évidemment, craignent que nous soyons trop longs, et lorsque notre contradicteur réussit l'exploit de faire passer un message clair et utile, très brièvement, et de ne pas lui-même épuiser son temps de parole. Là, si vous voulez, le match est presque plié d'avance, parce que non seulement je ne suis pas sûr d'être aussi utile que lui, mais je suis certain d'être plus long. Donc bravo Michel, je n'aurai pas d'autres mots, et bravo aussi à Anne Guégan et aux organisateurs de cette journée de nous avoir réunis, j'allais dire comme d'habitude tous les 10 ans, mais pas seulement tous les 10 ans, heureusement que c'est plus fréquent, puisque Anne fait partie de cette génération d'universitaires que je voudrais à nouveau saluer, qui nous ont invités copieusement, longuement, à partager avec eux, et qui, de ce fait, ont su déjà, depuis un certain nombre d'années, répondre à beaucoup des questions pratiques que nous nous posons, et elles sont nombreuses sur ces sujets d'accidents de la circulation. Je me suis, avec la collaboration d'Anne, attribué d'office moi-même un sujet qui s'intitule « La défense du conducteur victime ». Pourquoi ce sujet ? Michel a rappelé la situation tragique du conducteur dans le régime de la loi du 5 juillet 1985. Il a rappelé à quel point il était difficile pour les juges du fond de clarifier le régime, notamment de la gravité de la faute. Je crois que Michel vient de prononcer presque même le terme d'abandon à cet égard, et il a renvoyé à de potentielles éventuelles réformes, cette fameuse arlésienne de la réforme du régime du conducteur, dont on nous parle régulièrement, qui fait naître en nous des espoirs réguliers, récurrents, et tellement souvent déçus. Les tentatives des avocats de la pratique pour essayer de remettre en cause le texte ont toutes échoué, rappelons-le, aussi bien au plan constitutionnel qu'au plan conventionnel. Tout ce qui a été soulevé sur le terrain, notamment de la discrimination, a été écarté, puisque le critère de la discrimination n'est pas rempli. La différence de traitement, nous disent les hautes juridictions, repose sur des critères suffisamment objectifs, et l'objet de la loi permet de dire et de justifier cette différence de traitement. Et donc ce n'est pas sur ce terrain-là que les praticiens peuvent améliorer la situation du conducteur. Alors qu'est-ce qui nous reste ? Est-ce que nous devons être condamnés au désespoir en attendant une prochaine réforme législative ? Non. Il nous reste tout simplement à faire notre métier, c'est-à-dire à défendre. Quels motifs d'espoir, quelles lueurs peuvent surgir sur ce terrain de la défense ? Eh bien d'abord, ce que nous pouvons nous dire, ça c'est une porte ouverte que je n'ai donc pas besoin d'enfoncer, c'est que les droits de la défense ne concernent pas seulement, dans un procès, la partie défendresse. On sait bien que c'est une notion qui concerne tout justiciable. Les droits de la défense appartiennent à tout justiciable. Si on se place maintenant sur un plan strictement civil, sur le mécanisme processuel auquel nous sommes confrontés lorsque nous plaidons, rappelons-nous bien, et peut-être ce n'est pas suffisamment clair toujours dans nos initiatives et dans nos plaidoiries, dans nos écritures, que nous sommes procéduralement en situation d'être d'une certaine manière, oui, défendeurs, puisque le principe de la loi, c'est l'indemnisation sur les critères objectifs, notamment de l'implication,
Et l'exception, c'est l'article 4, c'est l'exclusion ou la réduction des droits du conducteur. Donc c'est dans ce sens-là que le mécanisme doit fonctionner. Et même si facialement nous sommes, lorsque nous assignons le demandeur, sur ce terrain de l'exonération, nous sommes bien en face d'un débiteur indemnitaire qui invoque des arguments, et donc c'est à lui, sur le plan de la charge de la preuve, de démontrer, et de ce point de vue-là, nous sommes dans une situation de défense, que la cause d'exclusion ou de limitation s'applique. Je n'irai pas jusqu'à dire que ce que je viens de dire représente un véritable espoir et une véritable planche de salut, mais c'est tout de même déjà un petit recadrage et un petit rappel de la position dans laquelle nous nous trouvons lorsque nous assistons un conducteur à qui l'on reproche une faute. Nous sommes bien, y compris sur le plan, comme le disait le précédent intervenant, d'une loi purement civile, nous sommes bien, même de ce point de vue d'une loi purement civile, en situation de défense. Mais ce désespoir de l'avocat de victime conductrice me conduit à aller un peu au-delà et à chercher d'autres pistes pour la défense du conducteur victime. Et je m'a semblé, peut-être bercé d'illusions, en trouver une dans une décision récente du Conseil constitutionnel du 8 décembre 2023, décision qui n'a strictement aucun rapport avec les accidents de la circulation et qui concerne un droit civil qui est le droit disciplinaire des notaires. Et le Conseil constitutionnel, par cette décision qui a été saluée comme une décision importante par la doctrine spécialisée sur ces sujets-là, au visa de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui instaure la présomption d'innocence, tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. Donc ce texte, apparemment très pénal, est étendu à des instances civiles par le Conseil constitutionnel, en l'espèce des instances disciplinaires. Le Conseil constitutionnel nous dit que ces exigences s'appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives, mais aussi à toute sanction ayant le caractère d'une punition. À toute sanction ayant le caractère d'une punition. On sait que le terme sanction est un terme générique qui concerne les conséquences que l'on tire d'une situation qui est sanctionnée par telle conséquence, donc ce n'est pas nécessairement un terme répressif. Donc le Conseil constitutionnel recadre bien les choses, dit dès lors qu'une sanction a le caractère d'une punition, eh bien, l'article 9 s'applique, et en l'occurrence, le Conseil constitutionnel l'a appliqué à l'un des droits de la défense essentiels, qui est le droit au silence. Et je nous pose donc la question, toujours à la recherche de ces arguments de défense, je vous pose la question, je profite évidemment, comme toujours, quand on donne la parole dans un colloque, de la présence des universitaires pour obtenir dans les semaines ou les mois qui viennent des consultations gratuites dans leurs articles ou dans leurs notes d'arrêt. Je nous pose la question, est-ce que le régime du conducteur fautif dans la loi Badinter, dès lors que l'on procède à ce type d'assimilation, ne doit pas être considéré comme une punition. Comme une punition. Je l'ai dit tout à l'heure, le principe, c'est le droit à indemnisation intégrale sur les premiers articles de la loi. Et la faute va venir limiter ou exclure, mais exclure quoi? Exclure à vie le remplacement des pertes de gains, exclure à vie l'aide d'une tierce personne, exclure à vie les frais médicaux, exclure à vie l'indemnisation des souffrances de l'agrément et de l'esthétique. Si ça, c'est pas une punition, c'est quoi une punition? On l'appliquait à des interdictions temporaires d'exercice pour des notaires pendant 3 semaines en jugeant que ça justifiait le droit au silence issu de la Déclaration des droits de l'homme, et ça ne serait pas justifié pour quelqu'un dont la faute va venir avoir de telles conséquences viagères
Évidemment que nous avons à faire un travail pour démontrer concrètement, oui, que l'article 4 constitue, parce qu'il n'est fondé que sur la faute, évidemment, en ce sens élargi du Conseil constitutionnel, une punition. Puisque sur le seul fondement de la faute, ressurgit cette notion de sanction avec des conséquences très graves pour la personne, et encore une fois, des conséquences qui sont viagères. Si nous faisons cette démonstration qui, encore une fois, ne me paraît pas très compliquée compte tenu de ce que nous savons du sort des personnes privées d'indemnisation, alors, pour la défense du conducteur, s'ouvre un champ considérable qu'il nous reste à explorer dans de très nombreux domaines. Et je prononcerai peut-être même le terme de basculement du régime du conducteur fautif dans le cadre de l'application de la loi Badinter. Et je citerai quelques pistes qui me viennent à l'esprit, mais qui sont issues du droit répressif, puisque ce que nous dit le Conseil constitutionnel, c'est ne soyez plus centrés sur les dispositions strictement pénales, mais élargissez votre spectre dès lors qu'il est question d'une punition. Aujourd'hui, en matière disciplinaire, pour illustrer ce qui découle directement de cette décision, on notifie systématiquement aux avocats, aux notaires, aux huissiers, un droit au silence dès lors qu'il est question, y compris d'une enquête déontologique. La mesure de la sanction. Michel a rappelé la difficulté d'avoir des critères sur la gravité. Ces critères sont évidemment essentiels quand on est dans le domaine du droit répressif. L'arrêt de 2007 a réintroduit, heureusement, l'Assemblée plénière, une question de causalité, puisqu'on sait que celui qui, ne dérangeant absolument pas la circulation, n'ayant absolument joué aucun rôle dans l'accident, mais avait le malheur d'être en alcoolémie, alors qu'il s'est égaré justement pour pouvoir cuver tranquillement et dormir, eh bien on le punissait, même s'il n'avait aucun rôle d'accident. Tu as bu, tu ne seras pas indemnisé. Est-ce qu'il y a plus, comment dirais-je, barbare comme punition et primaire comme punition que de se comporter de la sorte à l'égard de ce conducteur? Évidemment, heureusement que la causalité a été réintroduite sur ce terrain-là, mais j'irai plus loin. Est-ce qu'il ne faut pas aujourd'hui, puisqu'il est question d'une punition, introduire ce qui est le b.a.-ba que nous avons tous pratiqué lorsque nous avons plaidé en correctionnel en défense, la question des éléments de personnalité, la question de l'amendement. Est-il juste de réduire ou supprimer l'indemnisation d'un conducteur fautif de la même manière lorsque il a de nouveau, par exemple, au plan pénal, récidivé ou perdu des points sur son permis, ou lorsqu'il prouve qu'il s'est amendé, qu'il ne se comporte plus de la même manière, qu'il conduit différemment, qu'il a pris conscience de ce qu'il avait fait en se blessant lui-même? Est-ce que, sur le plan de l'appréciation de cette punition, ce qu'est aujourd'hui la personne du conducteur au moment où il se présente devant le juge ou à l'amiable devant l'assureur ne devrait pas être introduit pour tenir compte du fait que nous sommes devant une punition. Mais évidemment, et c'était l'objet de cet arrêt du Conseil constitutionnel, il y a également les droits processuels, et je ne vais pouvoir faire que les citer puisque je suis déjà à 12 minutes. Il y a le droit au silence. Je ne veux pas nous porter malheur, mais nous avons une procédure en cours avec Aurélie Covio ici présente, à quelqu'un à qui on exhibe ses premières déclarations. Il est victime d'un traumatisme crânien léger et dans un temps très bref après l'accident, il dit « Ah bah c'est peut-être moi qui ai dû faire une erreur à ce croisement » et on lui sort ça comme seul argument pour exclure son indemnisation, alors qu'en rien... Il y a des gens qui sont dans... Il n'a été averti de quoi que ce soit. Il y a des gens qui sont dans le camion de pompiers. Vous le savez très bien. On vient prendre des notes après l'accident. Que s'est-il passé? Et on ressort ce papier ensuite pour dire vous êtes fautif. Est-ce que c'est juste face à cette punition? L'accès à l'enquête.
Je n'ai pas le temps de le citer en détail, mais nous avons découvert, grâce au cabinet d'Aurélie Covio aussi, et à son associé, une problématique sur TransPV. Il y a un certain nombre de PV qui ne sont plus transmis actuellement aux victimes et aussi aux autres personnes impliquées dans l'accident, parce qu'on leur fait d'emblée dire que si on ne trouve pas, si les recherches restent infructueuses, on ne leur adressera pas les PV. C'est absolument déterminant pour défendre un conducteur d'avoir l'ensemble des PV. La précision et la circonscription de la poursuite. Est-ce qu'on sait, avant une audience, exactement pour quelle faute l'indemnisation peut être réduite ou écartée? Est-ce que vous avez déjà eu cet énoncé suffisamment précis, comme on l'a en matière pénale? La charge de la preuve, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, je n'y reviens pas. C'est déterminant, y compris au stade initial. Est-ce que, si on va au bout de la présomption d'innocence, on peut, sur un simple doute, priver un conducteur de provision? Je sais bien qu'il y a la problématique de la restitution éventuelle à la fin de l'histoire, si finalement il est déclaré fautif. Mais nous avons des mécanismes, notamment avec des mécanismes de consignation des sommes qui seraient versées. Est-il juste, dans la mesure où le conducteur est en défense, est-il juste sur un simple doute, alors que le principe, c'est l'indemnisation sur un critère objectif, et l'exception, c'est l'exclusion ou la réduction. Est-il juste, sur un simple doute, d'emblée de le priver de toute indemnisation? C'est aussi juste que de mettre quelqu'un en détention immédiatement, de façon systématique, parce qu'on pense qu'il peut avoir commis une infraction, et de ne pas faire de la détention une exception, alors qu'évidemment c'est le cas en droit pénal. C'est exactement de la même justice dont on parlerait. La charge de la preuve, j'en ai déjà parlé, et l'un des points, mais il y en aurait bien d'autres, c'est la parole en dernier, qui devrait devenir un principe processuel intangible lorsque nous défendons de tels enjeux, des enjeux viagés, je l'ai dit, sur des points aussi importants que ce que représente l'indemnisation et le droit à réparation. Évidemment que pour les droits de la personne, nous devrions systématiquement avoir la parole en dernier, et comme ce n'est pas mon cas et que j'ai déjà trop parlé, je me tais. Guilain de Chez-le-Prêtre. Je suis avocat au barreau de Paris et j'interviens en défense de compagnies d'assurance sur l'ensemble du territoire français. Évidemment, ma vision des choses est un petit peu différente de celle de Frédéric. Un petit peu, je reste très discret, très différente. En fait, je crois que le point de départ de tout ça, c'est un petit peu un débat de société. C'est de se dire en fait quelle société on veut. Puisqu'on est aujourd'hui dans quand même une mouvance qui de plus en plus tend vers des droits objectifs, où on a beaucoup de droits, beaucoup moins de devoirs, ce qui n'est pas sans poser des difficultés, je dirais pour tout à chacun dans la vie de tous les jours, et qu'en réalité, aujourd'hui, venir calquer la situation du conducteur sur celle du non-conducteur revient quelque part à dédouaner tout à chacun de ses responsabilités. Et on en vient à imaginer en fait, une société où on ne serait plus trop responsable de ses actes, ce qui pour moi est un débat de société de fond. Un débat de société de fond, à titre personnel j'entends, c'est pas la société dont je rêve, bien évidemment. Je pense qu'il est important que tout à chacun soit responsable de ses actes, même s'il souffre dans sa chair, qu'on soit responsable de ses actes, qu'on soit amené à en assumer les responsabilités. Et c'est pourquoi j'ai une vision, vous l'avez compris je pense, assez différente. Assez différente. Au-delà de ça, on a évoqué le sujet tout à l'heure avec M. Ehrenfeld lors de l'introduction, se pose la question également économique de ce projet, enfin, s'il devait aboutir, qui à mon avis aurait des conséquences très importantes, néfastes, je crois à l'arrivée pour les victimes, si on se projette au bout du raisonnement. Parce qu'en effet, si aujourd'hui on venait à calquer la situation du conducteur fautif sur celle du passager transporté, on arriverait finalement à un système où on mutualiserait, comme je l'ai dit tout à l'heure, le risque entre tous les assurés, on ferait supporter à tous les assurés le risque du conducteur négligent, du conducteur dangereux, ce qui aurait, vous l'avez rappelé dans mon introductif, des conséquences très importantes sur un plan économique. Je ne parle pas des assureurs, je parle des assurés. Puisque les primes d'assurance, bien évidemment, s'envoleraient.
Tout à l'heure, on nous avait dit qu'en 85, on avait estimé que la hausse des primes aurait été de l'ordre de 25 à 30%. Je pense qu'aujourd'hui, la hausse des primes que devraient supporter les assurés, la mutualité des assurés, serait bien plus conséquente. Bien plus conséquente. Puisque le coût des sinistres a évidemment explosé depuis 1985. Donc on serait à ce moment-là dans une situation qui mettrait une partie des conducteurs, donc une partie de nos concitoyens, une partie de votre voisin, votre père, votre mère, votre sœur, dans des situations, en réalité, où ils ne pourraient plus s'assurer. Ils ne pourraient plus s'assurer. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez déjà le montant des primes d'assurance, la prime d'assurance dans le foyer lambda français, c'est quelque chose de conséquent. On assure son véhicule, c'est un coût important. Et pour certains foyers, ça peut représenter presque un mois de salaire. Alors là, expliquer aujourd'hui qu'il faudrait consacrer plus de 2 mois de salaire, voire 3, pour assurer un véhicule, pouvoir se déplacer, aller au travail, j'ai l'impression qu'on est en train de nous vendre une société où en fait, il y aurait d'un côté ceux qui ont des revenus conséquents, qui peuvent s'assurer, donc circuler, et de l'autre, les gueux, qui seraient invités à rester chez eux, à se déplacer à pied si possible. Ou à en prendre le bus, éventuellement le train, s'ils ont encore des sous. Parce que ça coûte très cher maintenant. Donc on a vraiment, je crois, là, quelque chose qui est très important, qu'il faut avoir à l'esprit, avec cet enjeu économique qui est très conséquent. Enjeu économique, je le disais tout à l'heure, qui pourrait avoir des conséquences également pour les victimes. Parce que, évidemment, si les prix d'assurance augmentent de manière exponentielle, derrière, qu'est-ce qui se produit? On va voir arriver devant nous une multiplication des affaires, des dossiers dans lesquels les gens ne sont pas assurés, bien évidemment. Et d'ailleurs, quand vous regardez un petit peu, parce que j'avais ressorti pour aujourd'hui un document qui émane de l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière. Alors c'est celui de juin 2024, bon c'est pas très très récent, l'étude concerne l'année 2022, et ce document nous donne déjà, je dirais, une photographie de la situation actuelle au vu de la crise économique que notre pays a traversée en 2000. Et lorsqu'on regarde ce document avec un petit peu d'attention, on se rend déjà compte que la crise économique que les Français ont traversé a engendré une augmentation significative des cas de non-assurance dans les accidents corporels. Puisque, ça apparaît dans ce document, la non-assurance dans les accidents corporels a augmenté de 38% entre 2018 et 2022. Les gens n'ont plus les moyens de s'assurer. Certaines personnes ne peuvent plus s'assurer. Le coût est très élevé. Donc aujourd'hui, calquer, je vous disais, la situation du conducteur sur le non-conducteur va engendrer une hausse encore significative de ces personnes qui circulent sans assurance, certains par choix. Il y a des voyous partout, je ne dis pas l'inverse. Il y a des gens qui ne veulent pas s'assurer par choix, parce qu'ils n'ont pas envie. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas s'assurer par nécessité, parce qu'ils n'ont pas le choix. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand vous regardez, en 2022, on a en France, en circulation, les véhicules terrestres à moteur. Alors, je ne me suis pas intéressé aux vélocipèdes, ce qu'on a pu examiner ce matin. Hein. Je me suis intéressé aux cyclomoteurs, aux motos, aux camions et aux véhicules de tourisme. On a à peu près 48 millions de véhicules qui circulent en France, tout confondu. Tout confondu. Aujourd'hui, l'estimation en 2022, donc l'étude 2024 qui renvoie à 2022, on est à presque 700 000 véhicules non assurés. Et vous imaginez bien que ces véhicules non assurés, ce ne sont pas forcément ceux qui traînent à gauche, à droite, ce sont ceux qui circulent par des gens qui ont besoin de circuler. Donc je pense que là, il y a vraiment, je vous dis, un enjeu de société qui est conséquent. Et puis tout à l'heure, le professeur Julien nous a expliqué, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt votre intervention sur les problèmes de conducteurs, de gardiens, ainsi de suite. Et j'ai eu le sentiment, enfin, il y a quelques mois, il y a un arrêt qui a été rendu par Cour de cassation, la deuxième chambre civile, ça ne vous concerne pas, la deuxième chambre civile, le 10 octobre 2024, où là on est venu dans cet arrêt, j'ai l'impression, opérer une intervention où on a fait d'un conducteur quelqu'un qui n'était plus conducteur à des fins indemnitaires et qui est assez problématique. C'est un arrêt qui concernait des moto-écoles. Et dans cet arrêt, on est venu dire que l'élève sur la moto, donc qui est seul sur la moto, on ne parle pas de la voiture, on parle de la moto-école. L'élève qui est seul sur la moto, qui en a seul l'usage, le contrôle, il en fait ce qu'il veut, hein, bien évidemment. Dans cet arrêt, on est venu dire qu'il détait donc un tiers au contrat d'assurance. Donc on est venu dire quelque part que ce conducteur qui en a la garde, et qui est seul par définition au guidon de la motocyclette, n'était plus un conducteur. Donc on va l'indemniser. Alors cet arrêt, je trouve qu'il est un peu singulier. Pourquoi ?
Parce qu'on explique que dans la relation entre l'auto-école et l'élève, il n'est pas conducteur, donc c'est un tiers, on doit l'indemniser. Mais par contre, il redevient conducteur après. Dans la même décision. Alinéa 1, il n'est pas conducteur, un premier préattendu n'est pas conducteur, ensuite il redevient conducteur. Parce qu'on se rend compte quand même que ça représente un petit coût pas négligeable, et on vient vous dire, mais attention, ne vous inquiétez pas, tout va bien. S'il y a plusieurs véhicules impliqués, dans les relations en contribution entre les véhicules co-impliqués, il sera conducteur. Il n'était plus avant, mais il le redevient. Et à ce moment-là, à vous de vous batailler entre vous pour répartir la charge indemnitaire. Donc c'est quand même là encore problématique. Donc on est dans une situation qui est, je pense, assez trouble, et surtout il faut garder à l'esprit, je crois vraiment, ce que vous évoquiez, ce problème de mutualisation, le surcoût des assurances, et les problèmes que ça peut représenter, de scission dans la société entre ceux qui ont des sous et ceux qui n'en ont pas, et je pense que c'est un vrai problème auquel on doit prêter attention. Merci. C'est un débat passionnant qu'il faudrait entamer. Je ne suis pas sûr qu'on ait la possibilité de le faire. Je me retourne, selon la formule consacrée, vers les organisateurs. Anne, à la fin, oui, mais on va oublier si ça sert à... je ne sais pas... alors, Michel veut dire quelque chose. Mais Michel, 30 secondes, hein. C'est pas parce que tout à l'heure tu as fait 3 minutes seulement qu'il faut te rattraper maintenant. Donc, non, sur ce sujet qui est un arrêt, moi je suis contemporain de l'introduction dans L211.1 de l'élève d'une auto-école est considéré comme un tiers. C'est une connerie, il n'y a pas d'autre mot, des pouvoirs publics à l'époque, du ministère des Transports. Les assureurs avaient été conviés d'ailleurs et avaient fait cette observation en disant « mais ce n'est pas parce que dans la garantie obligatoire, vous dites qu'une personne est un tiers que nécessairement, en droit de la responsabilité, elle sera indemnisée. » Mais cette disposition mise à cet endroit, à l'alinéa 5 de L201, a eu des conséquences que l'on connaît encore récemment, avec, même si dans le cas d'espèce, on oppose à cet élève sa faute, la Cour de cassation, pour ne pas déjuger le pouvoir réglementaire qui a créé cette disposition, a cru bon de dire que, de toute façon, ce conducteur, comme il est un tiers, devrait être indemnisé systématiquement. Dans l'analyse que j'ai faite de cette décision à la Gazette du Palais, nous plaidons pour que la Cour de cassation revienne le plus rapidement possible sur cette jurisprudence. Voilà. Donc, je n'ai pas été très long. Et un mot sur les... non, mais sur les chiffres simplement, puisque ça illustre les deux conversations. Comment aujourd'hui est analysée la situation statistique du conducteur? C'est souvent oublié. Déjà 20% des conducteurs se ramassent tout seuls. Donc une évolution ou de la jurisprudence ou de la législation ne changerait rien à leur indemnisation. C'est notamment beaucoup de motards qui se blessent ou se tuent seuls. 20%. Reste 80. Sur les 80% qui restent, on estime qu'il y a 10% de cas de réparation partielle, de partage de responsabilité. Reste 70. Et sur ces 70, c'est le tout ou rien. 35% sont indemnisés parce qu'ils n'ont pas commis de faute. Les 35 autres ont une faute exclusive parce que les juges du fond, nonobstant de meilleur, continuent de dire leur faute est exclusive, à elle seule elle explique l'accident et non pas par rapport à son degré de gravité. Donc l'enjeu, c'est 35% de conducteurs fautifs à indemniser, avec un coût effectivement qui pourrait être plus important vu l'augmentation générale des indemnisations. Merci. Alors il faudrait évidemment parler de la proposition de Frédéric Bibat, il faudrait poursuivre sur ce thème, mais malheureusement on n'a pas le temps. Malheureusement on n'a pas le temps parce qu'il y a d'autres thèmes non moins passionnants qui arrivent. Donc la deuxième question que nous allons aborder maintenant, c'est celle de savoir ce qui se passe lorsque la loi Badinter n'est plus accessible. Et je vais donner la parole à 3 intervenants. Michel Ehrenfeld, tiens, tu t'aurais pas 3 minutes.
Emma Dinparast et Yves Udina, qui sont tous les deux avocats. Michel. Alors bon, ce sujet fait évidemment allusion à la jurisprudence née le 24 septembre 2020, confirmée par 5 arrêts du 24-11-22, dans lesquels il a été décidé que les victimes d'accidents au sein de l'UE ne pouvaient plus être relevées d'une indemnisation par les CIVI et avec une indemnisation finale par le FGTI. Il y a donc aujourd'hui une distinction entre les accidents survenus au sein de l'Union européenne et le reste du monde. J'ai, en commentant le premier arrêt sur cette question, c'est bien entendu le FGTI qui se battait pour essayer d'être mis hors de cause dans ces affaires. Je rappellerai simplement qu'à l'origine, tout repose également sur une volonté de grande précision du législateur qui s'est retournée contre lui. Et j'ai également été contemporain de cela. Il est clair que dans le Code de procédure pénale, on n'avait pas voulu donner compétence au FGTI pour les accidents de la circulation en général. Malheureusement, le législateur a eu le malheur d'ajouter « sont exclus les accidents de la circulation relevant de la loi du 5 juillet 85 ». Connerie monstrueuse, dans laquelle s'est engouffré allègrement le regretté Hubert Groutel, dont un cousin avait été blessé au Mexique, et qui, pour une indemnisation qui en France aurait été d'environ 300 000 €, était au Mexique de 5 000 €. Il est évident qu'il a sauté sur l'occasion pour conseiller à son cousin de dire « FGTI, mon vieux, pour une indemnisation un peu plus conséquente, au Mexique, la loi du 5 juillet, évidemment, ne s'applique pas. Par conséquent, la CIVI est compétente pour recevoir ton action. » Tout est né de là. Après, la jurisprudence s'est étendue à des accidents en Italie, etc., dans le reste du monde. C'est clair qu'il y a des États dans lesquels, même en Europe, où l'indemnisation est beaucoup moins importante. Ici, pas de exemple, puisque l'Angleterre, qui donne des indemnités très élevée, n'est plus dans l'UE, elle n'est plus concernée, c'est le reste du monde. Vous pouvez donc continuer de saisir le FGTI pour un accident survenu au Royaume-Uni. En revanche, pour les autres, je concluais moi mes articles en disant il faut le mieux est l'ennemi du bien. Quand il y a trop de possibilités pour une victime de demander réparation sur le fondement de régimes différents, il y a problème au législateur d'essayer de remettre de l'ordre dans tout ça. Je suis Yves Udina, donc avocat au barreau de Paris, et dans le cadre de mon activité professionnelle, j'interviens énormément sur l'indemnisation de victimes françaises d'infractions pénales à l'étranger. Alors, infractions pénales au sens classique du terme, agression, coups et blessures, agression sexuelle, viol, mais aussi des victimes d'accidents de la circulation et des victimes françaises d'accidents de la circulation à l'étranger. Pourquoi ? Parce qu'il existe en France un système d'indemnisation dont peuvent bénéficier les Français victimes d'un accident de la circulation à l'étranger dans un État hors espace économique européen lorsque la loi Badinter ne s'applique pas. Alors pourquoi spécifiquement dans un État hors espace économique européen ? C'est parce qu'à la suite d'un revirement de jurisprudence de la Cour de cassation en 2020, dont Michel Ehrenfeld vient de parler, les victimes françaises d'accidents dans cet espace ne peuvent plus bénéficier de ce système. Et Emma Dinparast prendra ma suite, elle reviendra sur ce revirement de jurisprudence et ses conséquences extrêmement défavorables pour les victimes. Alors, je ne savais pas si on en parlerait aujourd'hui, mais je vais quand même vous faire un bref rappel et vous indiquer que, avant tout, la loi Badinter, elle peut s'appliquer pour des accidents à l'étranger. Ça, il ne faut pas perdre de vue. Elle peut s'appliquer en cas d'accident à l'étranger. Et les critères d'application, ils sont définis par l'article 4 de la Convention de La Haye, ce qu'a confirmé la Cour de cassation dans un arrêt de la première chambre civile rendu le 30 avril 2014. Alors, je vais être extrêmement rapide. Il y a deux cas où elle peut s'appliquer. C'est si un seul véhicule est impliqué, donc immatriculé en France, le cas classique, le conducteur perd le contrôle de son véhicule et sort de la route. Dans ce cas-là, vous avez des catégories de victimes qui peuvent être indemnisées. Ce sont les passagers transportés
qui ont leur résidence habituelle dans un État autre que celui sur le territoire duquel l'accident est survenu. L'accident a lieu au Maroc et le passager transporté a sa résidence habituelle en France, par exemple. Et puis aussi, les victimes qui se trouvent sur le lieu de l'accident, hors du véhicule, si leur résidence habituelle est en France. Alors, ce sont des cas extrêmement rares. Je n'ai jamais été saisi d'une victime qui puisse se retrouver dans cette situation, mais elle peut bénéficier des dispositions de la loi Bandater, c'est extrêmement beaucoup plus favorable, parce que sinon ce serait le droit marocain qui s'appliquerait. Le deuxième cas, c'est si vous avez deux véhicules qui sont impliqués avec une matriculation en France. Dans ce cas-là, le conducteur victime, quel que soit son lieu de résidence habituel, peut se prévaloir des dispositions de la loi Bandater, et les passagers transportés et les victimes mortes des véhicules sont prises en charge aux mêmes conditions que le cas 1. Je vous ai rappelé très rapidement ces éléments, puisqu'effectivement, c'est relativement rare, mais la loi Bandater peut s'appliquer. Hors ces cas, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, donc l'acronyme c'est le FGTI, peut indemniser les Français donc victimes d'un accident de la circulation dans un État hors espace économique européen. Par espace économique européen, on doit entendre les 27 pays de l'Union européenne, plus l'Islande, la Norvège et le Liechtenstein. Alors tous les Français sont concernés, qu'ils soient expatriés, en déplacement professionnel ou simples touristes. Et la procédure d'indemnisation, elle se fait par voie de requête. Le ministère d'avocats n'est pas obligatoire. Elles peuvent elles-mêmes saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, la CIVI. Et pour les Français qui résident à l'étranger, c'est la CIVI de Paris qui est compétente. Et pour celles qui vivent en France, eh ben, c'est celle de leur lieu de résidence. C'est extrêmement favorable, vous allez le voir par la suite. Ça permet aux victimes françaises d'accidents de la circulation à l'étranger, je dirais dans tout le reste du monde, hors espace économique européen, d'obtenir une réparation de leurs préjudices selon les règles intégrales de réparation et de droit commun français. Alors ici, je ne vais pas aborder les règles d'évaluation de l'indemnisation, ce n'est pas l'objet. Le fondement juridique de ce système d'indemnisation, Michel Ehrenfeld vous en a un peu parlé, en fait, c'est l'article 706.3 du Code de procédure pénale, qui exclut du système d'indemnisation des victimes d'infraction les victimes pouvant se prévaloir de la loi Bandater, ce que la Cour de cassation a confirmé dans un arrêt rendu le 2 novembre 1994. Elle a pu considérer qu'une victime française d'accident de la circulation dans un pays où la loi Bandater ne s'applique pas peut saisir la CIVI. C'était un accident qui avait lieu à Andorre. Et donc, c'est ce premier arrêt qui a été rendu le 2 novembre 1994. Vous verrez qu'on est quand même dans un délai relativement assez proche de la loi du 6 juillet 90, une loi du 6 juillet 90 l'article 706.3 en tout cas du Code de procédure pénale est issu d'une loi du 6 juillet 1990 et donc finalement vous avez à peine 4 ans entre la loi du 6 juillet 90 et cet arrêt de la Cour de cassation, sachant qu'il y a d'abord une CIVI qui a été saisie, je crois que c'était la CIVI de Bordeaux, Cour d'appel et Cour de cassation. Donc c'est une jurisprudence, c'est une question qui a été rapidement tranchée par la Cour de cassation et c'est une jurisprudence en tout cas établie pour toutes les victimes françaises d'accidents de la circulation dans le monde entier avant qu'il y ait ce revirement de jurisprudence en 2020. Alors, vous avez des conditions principales pour être indemnisé. Ce sont les conditions que toute victime d'infraction pénale à l'étranger française et d'infraction pénale à l'étranger doivent remplir. Très rapidement, il faut être de nationalité française, voire même binationale. Un binational peut être pris en charge. C'est très intéressant parce que vous avez en France notamment beaucoup de personnes issues de communautés étrangères ou de pays étrangers qui ont la binationalité et qui reviennent à l'occasion de vacances ou de séjours plus longs ou pour passer leur retraite dans les pays dont ils sont originaires et ils peuvent bénéficier du système d'indemnisation s'ils sont binationaux et s'ils ont la nationalité française. Il faut être victime d'une infraction, qu'elle soit volontaire ou non, et ça c'est important. Une infraction volontaire vous permet d'être prise en charge, et une simple contravention suffit. Dans les dossiers que l'on peut avoir avec le fonds de garantie qui est notre adversaire,
un peu au début de ce système d'indemnisation, on nous disait l'indemnisation n'est pas possible, l'infraction n'est pas constituée parce que c'est une contravention qui est à l'origine du dommage corporel. Non, une simple contravention suffit. Vous avez après des conditions qui sont liées à l'importance des séquelles, gravité des séquelles, c'est une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à 1 mois, ou avoir une incapacité permanente, ou s'il y a un décès, dans ce cas-là, ce sont les ayants droit qui ont la possibilité d'agir. Vous avez des délais pour agir et saisir cette commission d'indemnisation des victimes d'infraction. Vous devez agir à peine de forclusion dans un délai de 3 ans à compter de la date de l'infraction. Le délai peut être prorogé lorsqu'il y a des poursuites pénales et expirer 1 an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile engagée dans la juridiction répressive. Et il y a des relevés de forclusion possibles. Ce sont les mêmes cas de relevé de forclusion que vous pourriez soulever pour une victime d'infraction pénale classique. Là, j'en viens à un côté un peu plus pratique de mon exercice professionnel, c'est que si vous remplissez effectivement la condition liée à la nationalité française et à la gravité des séquelles, il faut que vous prouviez l'existence d'une infraction à l'origine de l'accident et de votre dommage corporel. Et ça, effectivement, quand vous êtes saisi de dossiers qui se passent dans des pays assez lointains, et même pas forcément très lointains, mais en tout cas hors espace économique européen, plus les 3 que j'ai cités, c'est parfois extrêmement difficile. Il faut savoir que la CIVI, elle est autonome et elle est libre d'apprécier l'existence d'une infraction, même si des poursuites pénales n'ont pas été engagées ou n'ont pas abouti dans le pays où les faits se sont produits. C'est extrêmement important. Ce principe d'autonomie de la CIVI, il a été régulièrement rappelé, là je vous ai cité un arrêt de la Cour de cassation du 2 février 2017, mais en fait vous en avez aussi avant. Il est régulièrement rappelé, pourquoi? Parce que très souvent, le fonds de garantie dans les dossiers, dans ses premières observations, va vous soulever que il n'y a pas eu de poursuite pénale dans le pays, voilà, un accident en Thaïlande, il n'y a pas eu de poursuite pénale, ou le juge pénal n'a pas été saisi, ou il n'y a pas eu de jugement rendu, et dans ce cas-là, l'infraction, vous ne rapportez pas la preuve d'une infraction. La preuve de cette infraction, elle peut être rapportée par tout moyen, et il suffit d'avoir un faisceau suffisant de présomption pour pouvoir la rapporter. Alors je dirais que dans la pratique professionnelle, le cas le plus simple, c'est d'avoir un rapport d'accident rédigé par la gendarmerie ou la police locale, et vous pouvez aussi avoir un croquis à l'annexe de ce rapport d'accident. Parfois vous avez des rapports d'accident un peu exotiques et qui sont pas forcément très bien, pas très bien rédigés, pas bien faits, mais ça peut suffire parce que en fait dans le rapport d'accident il faut avoir suffisamment d'éléments pour pouvoir prouver qu'il y a bien une infraction à l'origine de l'accident. Parfois, moi j'ai des rapports d'accident, ils ne font qu'une page et ça peut saisir pour que la victime puisse être indemnisée. L'idéal aussi, s'il y a des poursuites pénales ou si elles vont jusqu'au bout, c'est d'avoir un jugement. Je dirais que si vous avez ça, normalement, votre dossier a de fortes chances d'être déclaré recevable. Je dis normalement parce que vous pouvez quand même avoir de la part du fonds de garantie du FGTI et en fonction un peu des gestionnaires qui vont suivre les dossiers, c'est très gestionnaire dépendant, vous pouvez avoir effectivement des observations de non prise en charge par le fonds de garantie. En tout cas, le fonds de garantie dit je ne vais pas prendre en charge l'infraction, le dommage corporel, tout simplement parce qu'il a une mauvaise lecture ou une fausse lecture des pièces qui ont été commises, même quand on a un jugement qui au pénal condamne l'auteur des faits. Vous avez après la possibilité, si vous n'avez pas ça, dans ce cas-là, vous pouvez procéder par témoignage, c'est extrêmement important. Vous pouvez produire des témoignages, vous pouvez produire la plainte de la victime dans le pays où les faits se sont produits ou même en France, puisqu'on peut porter plainte en France. Et vous pouvez construire votre dossier avec des photographies du lieu de l'accident qu'on va vous apporter. Très souvent, dans des pays, alors je parle beaucoup de l'Asie du Sud-Est parce que j'ai beaucoup de dossiers qui viennent de ces régions, de ces 3 pays, Cambodge, Vietnam, Thaïlande. Et quand un accident de la circulation se produit dans ces pays, très souvent vous avez des photos qui sont prises. Il y a plein de gens qui sont autour et qui vont prendre des photos et qui vont même les publier sur les réseaux sociaux ou sur des médias. Il y avait par exemple à un moment donné en Thaïlande un site qui était dédié aux victimes
d'accidents, aux étrangers victimes d'accidents corporels en Thaïlande. Alors vous y alliez sur ce site, et quand vous aviez des accidents très graves, vous aviez plein de photos qui étaient publiées sur ces sites. Vous pouvez vous aider de Google Maps, vous pouvez donc vous aider aussi, et c'est important, des certificats médicaux pour commencer à rapporter la preuve d'un accident, parce qu'il faut déjà rapporter la preuve qu'il y a un accident et qu'on ne vous dise pas que la victime elle est tombée en descendant d'un accident de la circulation et en descendant d'un trottoir. Certificat médical, très souvent, il est indiqué que la victime arrive à l'hôpital à la suite d'un accident de la circulation. Donc ça, c'est un élément de preuve suffisant. Et puis vous avez aussi, dans ces pays, une vidéosurveillance que vous avez pendant pratiquement tous les immeubles, que ce soit des immeubles d'habitation, des immeubles de bureaux, les commerces. Ils ont tous maintenant des caméras de vidéosurveillance, déjà pour se protéger, l'entrée de l'immeuble ou l'entrée du commerce. Et très souvent, elles sont orientées vers la rue. Et j'ai pu, moi, à travers ces systèmes de vidéosurveillance sur les immeubles, pouvoir récupérer des images et construire le dossier et apporter des éléments autres que rapport d'accident ou jugement. Vous avez aussi des caméras embarquées dans les véhicules, notamment en Chine, Thaïlande, Cambodge et Vietnam. De plus en plus, les conducteurs, même les conducteurs professionnels, ont une petite caméra sur le tableau de bord, tout simplement pour se protéger en cas d'accident, puisqu'il faudra aussi qu'ils fassent la preuve de ce qu'ils ne sont pas responsables de cet accident. Et dans ce cas-là, ils ont des images. Et ces images, vous pouvez vous en servir, notamment si vous êtes pour le passager transporté du véhicule. Vous pouvez aussi s'en servir parce que ça va être un véhicule qui est derrière et qui a filmé l'accident, qui s'est arrêté. Et la police ou la victime ou le conducteur a pu conserver les coordonnées du conducteur et récupérer les images. Vous pouvez être aussi aidé. Dès que vous devez faire des démarches un peu officielles, il faut se rapprocher d'avocats locaux. Et vous pouvez aussi vous rapprocher du consulat. Alors là, ça dépend un peu des consulats et des lieux et des personnes qui y sont. Mais vous avez un service des relations sociales dans chaque consulat qui, normalement, est prévenu quand il y a un accident très grave et qui est toujours prévenu quand il y a un décès, un accident avec un décès. Vous pouvez vous rapprocher de ce service parce que parfois, ils reçoivent des rapports d'accident qu'ils n'ont pas demandé. Et vous avez aussi, dans chaque ambassade, un officier de sécurité. C'est généralement un gendarme ou un policier qui est en poste à l'ambassade. Il n'est pas là forcément pour faire une enquête, mais il est là pour vous faciliter les démarches avec les autorités locales si vous avez du mal à récupérer le document. Moi, il m'est arrivé qu'une fois, sur un accident à Thaïlande, l'officier de sécurité qui était en poste à l'ambassade de Bangkok, qui était un ancien capitaine de police qui était en poste en France dans des brigades d'accidents de la circulation, il était intéressé par mon dossier. L'accident avait lieu à Pattaya, il s'est déplacé à Pattaya, il a fait une enquête. Il n'avait pas le droit de le faire, il l'a fait un peu en off. En tout cas, il est allé faire une enquête, il m'a trouvé des images de vidéo de surveillance et j'ai pu rapporter la preuve des faits. C'était un dossier où le fonds de garantie ne voulait absolument pas prendre en charge la victime parce qu'elle considérait que la preuve de la matérialité de l'infraction n'était pas rapportée. Je vais aller un peu plus vite parce que je pense que de toute façon les supports vous seront distribués. Une fois que vous prouvez la matérialité de l'infraction, les faits doivent être qualifiés en droit pénal français. C'est à vous d'apporter au juge la qualification pénale parce que très souvent, effectivement, vous faites un peu le rôle d'un magistrat du parquet. Il faut proposer au magistrat, au président de la CIVI, une qualification pénale. Vous devez aller chercher dans les articles du Code de la route français parce que les faits doivent être qualifiés en droit français. Vous vous basez sur le droit français et pas sur le droit local. Donc vous irez dans le Code de la route, vous irez voir les principes généraux de circulation et vous verrez effectivement si l'accident dont vous êtes saisi, vous avez une contravention aux dispositions du Code de la route et puis après vous pouvez qualifier encore plus pénalement l'infraction selon les règles du Code pénal 221-6.1 et 19.1 et 20.1 du Code pénal. Attention, si l'origine des faits est purement accidentelle, le fonds de garantie et la Cour de cassation a rendu plusieurs arrêts en ce sens, si l'origine des faits est purement accidentelle, si le défaut de maîtrise du conducteur de véhicule a pour origine un fait purement accidentel, il n'y aura pas de prise en charge, il n'y aura pas de matérialité de l'infraction. Le défaut de maîtrise seul n'est pas suffisant pour caractériser une infraction dans le cadre de ce système d'indemnisation. Très souvent, c'est quand et c'est les jurisprudences qui sont tout le temps soulevées par le fonds de garantie dans ces dossiers, parfois hors de propos, donc on les conteste. C'est la crevaison d'un pneu pneumatique. La victime ne peut pas rapporter la preuve que le véhicule était mal entretenu, que le pneumatique était en très mauvais état, aurait dû être changé. Donc, un fait purement accidentel, et dans ce cas-là, pas d'infraction. Pareil si l'accident a pour lieu un malaise du conducteur, une crise cardiaque, un éboulement naturel ou peut-être l'évitement d'un tiers pour ne pas l'écraser. Eh bien, je laisserai la parole.
à Emma. Et alors, on peut aussi soulever faute de la victime à la cliente. Ce qu'il faut savoir, c'est que comme la victime ne peut pas se bénéficier du système de la loi Badinter, il n'y a pas de notion de victime dite protégée, ça c'est important. Il n'y a pas de droit de préférence non plus quand vous allez liquider le préjudice. Et vous verrez un peu plus ça, l'intervention du fonds de garantie, elle n'est pas subsidiaire. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup à Anne Guégan de m'avoir conviée. C'est un petit peu malgré moi parce qu'en fait j'ai eu un dossier sur cette question et il y a eu le revirement de jurisprudence après la saisine de la CIVI. Et donc je me suis un petit peu spécialisée sur ce sujet et vous allez voir que c'est un sujet extrêmement intéressant. Je sais qu'il est tard, mais écoutez-moi, c'est important. Et c'est très grave, je le redis, mais on est sur une situation très très grave parce que, donc vous l'avez compris, tout le monde vous l'a dit, il y a eu un revirement de jurisprudence et je l'appelle revirement, même si la Cour de cassation estime que ce n'est pas un revirement, je vais vous expliquer pourquoi. Un revirement de jurisprudence donc, qui prive les victimes françaises d'accès à la CIVI. Donc, j'avance. On vous l'a dit, le fondement législatif, donc c'est l'article 706.3 du Code de procédure pénale qui permet de saisir la CIVI. Mon point extrêmement important, c'est sur la spécificité de la CIVI. La CIVI, il y a deux principes qui règnent, c'est le principe d'autonomie de la CIVI et le principe de non-subsidiarité. La non-subsidiarité, ça veut dire que la victime n'a absolument pas besoin d'aller chercher son droit à indemnisation ailleurs. Ça veut dire qu'elle n'est pas obligée d'aller chercher le responsable de l'infraction ou de l'élément matériel de l'infraction et elle n'est pas obligée d'aller chercher l'assureur. Donc elle peut très bien saisir directement la CIVI. La juridiction, elle est autonome. C'est extrêmement important aussi parce que ça veut dire qu'une victime peut avoir été indemnisée par une autre juridiction, et vraiment clairement, on l'a eu plein de fois au cabinet, par exemple, dans le cas d'une responsabilité médicale, elle peut avoir été indemnisée par une juridiction administrative, mais si on estime que l'erreur médicale relève d'une infraction, la victime peut aller saisir ensuite la CIVI, et la CIVI devra évidemment, déduire les sommes qui ont été perçues par le biais de la juridiction administrative. Mais la CIVI est tellement autonome qu'elle va rejuger entièrement le dossier et dire il y a tant pour la victime, je déduis ce que les autres juridictions ont alloué et donc voilà ce qui reste à la victime. Et à mon sens, c'est vraiment ces deux principes-là qu'il faut retenir pour la suite de la présentation parce que je ne comprends pas pourquoi la Cour de cassation a rendu cette décision que je trouve scandaleuse et profondément injuste pour les victimes. Et je vais vous montrer pourquoi. Alors, la jurisprudence constante jusqu'à 2020, c'était que les victimes d'accidents de la circulation hors du territoire français avaient le droit de saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions. La jurisprudence était constante. Il y a des dizaines et dizaines d'arrêts sur ce point. Tant hors espace économique européen, et c'est pas l'UE, je me permets de le préciser, c'est un petit peu plus grand, et Yves vous l'a dit, il y a 3 autres pays en plus, donc c'est l'espace économique européen, que ce soit voilà, en Thaïlande, en Italie, en Espagne, etc., les victimes avaient le droit de saisir la CIVI. Et je vous ai mis un focus sur cet arrêt-là parce que je trouve ça extrêmement intéressant à quel point la Cour de cassation était allée loin puisque en fait le fonds de garantie a essayé de dire bon ok la CIVI est compétente mais appliquer le droit étranger, donc c'est-à-dire ici en l'espèce le droit italien, soit dit en passant le droit italien prévoit la faute de la victime piétonne, donc évidemment ça a arrangé le fonds de garantie, et la Cour de cassation a dit non, il y a une spécificité de la CIVI et la CIVI va appliquer le droit français. C'est ça le principe depuis des années et jusque 2020. Ensuite, on arrive au revirement de jurisprudence. Et là, je le dis, ce revirement, il est posé de manière dogmatique. Et vraiment, j'assume le mot parce qu'après, je cite de la doctrine qui soutient cette analyse, puisqu'il n'y a aucune justification. La Cour de cassation dit juste que dans la mesure où il existe le FGAO, la victime n'a plus le droit de saisir la CIVI. Et en fait, je vais vous expliquer d'où vient cette histoire de FGAO. Je ne passe pas plus de temps puisque c'est vraiment ce qu'elle dit. Elle dit rien de plus. Donc, ça pose un problème. Pardon, je vais juste
Non, c'est bon, je reste là. Le FGAO, en fait, il a été créé... Non, c'est mieux de le faire là. Voilà. Il a été créé par, en fait, la directive européenne qui s'appelle la 4e directive. Et du coup, je rebondis sur l'intervention de ce matin du professeur Knetsch sur, en fait, l'incidence du droit européen, qui à la base était très positif pour les victimes, puisque le but de cette directive, c'était vraiment d'élargir le droit des victimes dans l'espace économique européen. Et donc cette directive, elle dit, on va créer un organisme d'information, qui est en France le Bureau central français, et on va créer un organisme d'indemnisation, qui est le FGAO. La directive précise que, en fait, le FGAO va indemniser, mais seulement si l'assureur dans le pays étranger n'indemnise pas. Dans certaines conditions, il faut qu'il y ait un délai qui s'écoule, voilà. Donc en plus, le FGAO est subsidiaire, c'est-à-dire que la victime, elle doit d'abord aller chercher à l'étranger son droit à indemnisation. Et donc, il y a cette directive qui est datée de 2000, et le droit français fait une transposition de la directive par la loi du 1er août 2003, et qui va créer donc les articles 421-1 et suivants du Code des assurances. Et donc ces articles-là prévoient effectivement la création du FGAO. Et donc c'est sur la base de ces articles et donc de cette loi transposée accessoirement en 2003, donc moi je ne comprends jamais pourquoi il y a autant de temps qui se passe pour changer la règle. En fait, si la Cour de cassation voulait effectivement dire bah, c'est fini, la CIVI, pourquoi elle attend 17 ans pour dire aux Français arrêtez de saisir la CIVI, enfin, et après on vient nous dire que c'est pas un revirement. Mais je me calme. Donc, quel est le problème? Le problème, c'est que la victime française avait jusque-là donc deux droits à indemnisation possibles, qui étaient donc l'article 706.3-3 du Code de procédure pénale, donc qui permettait de saisir la CIVI. Et quel était l'avantage? On l'a déjà dit, c'est que la CIVI applique le droit français. Elle applique la nomenclature d'Indiac, le principe de réparation intégrale, etc. Et en face, on a cet autre régime de l'article 424-1 du Code des assurances qui prévoit, et là c'est là où c'est très grave, c'est qu'elle prévoit l'indemnisation de la victime française selon l'application du droit étranger. Donc le fonds de garantie qui va être saisi en France, certes, c'est bien d'avoir un interlocuteur en France qui va indemniser la victime, mais le fonds de garantie FGAO, pardon, il faut peut-être que je précise, le FGAO va indemniser selon l'application du droit français, du droit étranger. Et donc, les droits étrangers, la gravité qu'il y a dedans, c'est que déjà, il prévoit souvent la faute de la victime piétonne et également les délais de prescription que nous ne maîtrisons pas. Donc, sont différents que le droit français. Donc, en fait, quand on a, nous, avocats, des victimes françaises qui viennent nous voir accidentées dans l'espace économique européen, on est confronté à ce revirement de jurisprudence et de dire, bah, attendez, moi, je ne maîtrise pas le droit italien, je ne sais pas quel est le délai applicable à votre demande, donc ça engendre nécessairement un traitement inéquitable pour la victime française. Et c'est paradoxal parce qu'on est dans l'espace économique européen, on se dit que notre droit européen va nous protéger. Et en fait, je ne dis pas que ce n'est pas le droit européen qui nous protège, hein, je suis beaucoup plus sévère que ça. Je dis que c'est l'analyse de la Cour de cassation qui prive la victime des droits à indemnisation. Donc, bien sûr, ce revirement de jurisprudence a été vivement critiqué par la doctrine et je me suis permise de citer Monsieur Philippe Brun qui était professeur au moment où l'article est sorti. Et en fait, la doctrine a effectivement soulevé et soutenu qu'il n'y avait aucune raison d'écarter la saisine de la CIVI et qu'on aboutissait à une solution qui était contraire à la loi. Alors Michel Ehrenfeld évoquait tout à l'heure le fait que la loi ne prévoyait pas en fait les accidents de la circulation. Bah, j'ai un avis différent. Je pense que très clairement la loi de 85 a été citée expressément pour ça, pour dire que quand il y avait effectivement notre loi du droit national plus favorable qui s'appliquait, effectivement la victime doit saisir les assureurs, mais à l'étranger ce n'est pas du tout le cas. Et je précise, bon, il y a eu d'autres personnes, professeurs et notamment Hubert Groutel qui a été très vif sur le sujet, qui a rendu des articles extrêmement pertinents où il a été analysé la directive de manière très précise ainsi que la convention de l'A Haye. Et
Je me permets de préciser que la Cour d'appel de Paris a résisté très longtemps à ce revirement de jurisprudence, et notamment dans mon dossier, dans lequel j'ai pu poser une question prioritaire de constitutionnalité, où en fait j'ai évoqué la différence de traitement entre les victimes françaises, victimes dans l'espace économique européen, et celles hors espace économique européen, puisque comme vous l'a dit Yves, ça marche encore en dehors de l'espace économique européen. Donc pourquoi une victime française accidentée en Thaïlande aurait le droit d'accéder à la CIVI, et pourquoi une victime française accidentée en Italie n'aurait pas le droit de saisir la CIVI et se verrait appliquer le droit italien? Et en fait, la Cour d'appel de Paris a pendant très longtemps dit que dans la mesure où la Convention de l'Haye s'appliquait et qu'il fallait appliquer la loi du pays de survenance du pays, ça voulait dire que la loi de 85 n'était pas applicable, et donc on rentrait effectivement dans les conditions de 706-3. Elle a résisté, elle a résisté. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'arrêts de la Cour de cassation qui a à chaque fois cassé, cassé et cassé. Et à mon sens, elle a saisi la dernière perche que nous, les avocats, tendions, c'était cette QPC. Et je répète assez scandaleusement, la Cour de cassation a tout simplement refusé de transmettre la QPC, mais sans aucune... Enfin, en fait, c'était naïf de notre part d'y croire. Mais elle a refusé, et moi, ce que je trouve assez grave, c'est qu'elle a refusé, non pas sur la question sérieuse, mais sur l'application de l'article 706.3. Et c'était, en fait, les conditions de la QPC, c'est qu'il faut que l'article soit applicable, que la question soit sérieuse et qu'elle n'ait jamais été posée. Et nous, évidemment, avec mon avocat au conseil, on s'est dit, bah, on va tout mettre sur la question sérieuse, évidemment, il y a une discrimination, etc. Et en fait, on s'est fait rejeter sur l'application de l'article 606.3. Et il faut savoir que la QPC, la condition, c'est pas que concrètement l'article s'applique, c'est que l'article soit en question dans le sujet. Et ce que je trouve très grave, c'est que la Cour de casse a dit non, non, circuler, il n'y a rien à voir, l'article ne s'applique pas, et 3 mois après, elle a rendu à nouveau des décisions sur ce sujet-là en citant l'article 706.3. Donc c'est bien que l'article posait question. Donc il y a eu un rejet complet de cette QPC. Et pour terminer, je précise pourquoi, en fait, c'est important d'évoquer le droit européen et de dire que, en l'espèce, le droit européen voulait protéger la victime. La directive, elle est truffée d'éléments qui permettent de dire que le législateur européen a voulu vraiment préserver les droits de la victime, puisque à chaque fois, dans des considérants et dans des articles, elle dit « Attention, vous pouvez continuer à appliquer votre droit favorable, appliquez votre droit favorable s'il est mieux, s'il est déjà installé dans votre pays, continuez à faire comme c'était avant ». Et j'ai essayé une autre porte de sortie, qui était de poser une question préjudicielle à la Cour d'appel de Paris, et donc en lui demandant d'aller questionner le juge européen, donc la CJUE. Malheureusement, je pense que la Cour d'appel en a eu marre, et c'est normal puisqu'elle s'est fait casser 5-6 fois sur la question, donc au bout d'un moment, elle arrête sa résistance. Mais je crois profondément, et pour moi, c'est vraiment pas terminé, et j'invite toutes les personnes qui réfléchissent sur le sujet à m'aider, parce que très clairement, je pense qu'il y a quelque chose dans le droit européen, notamment il y a eu une question préjudicielle qui a été posée par l'Espagne, non pas sur les accidents de la circulation, mais sur les produits défectueux, et qui a dit que en fait le juge espagnol a dit mais attendez, moi mon droit est plus favorable sur les produits défectueux, est-ce que je peux l'appliquer et donc écarter votre directive? Et la CJUE a dit oui, vous pouvez le faire si votre droit se base sur un régime différent, par exemple responsabilité pénale, responsabilité civile par exemple. Et pourquoi je vous disais tout à l'heure les deux principes d'autonomie et subsidiarité, parce que à mon sens, on est complètement dedans. La CIVI, c'est un régime vraiment à part. C'est un régime autonome. Donc, on ne relève pas du tout du régime du droit des assurances de la directive. Et c'est la perche que je tendais à la Cour d'appel en lui disant gardez ce principe du régime autonome et laissez-le ouvert aux victimes en parallèle de la loi de 85 et de la directive et du FGAO. Et la Cour d'appel a refusé de transmettre ma question. Donc c'est comme ça que s'arrête l'histoire de mon dossier. Donc
je rabâche pas, mais à mon sens, il y a une lecture extrêmement dangereuse de la Cour de cassation sur les règles européennes, puisque j'ai eu l'occasion à Chambéry d'intervenir sur les accidents SNCF, où certainement certains d'entre vous le savent, mais la Cour de cassation est en train d'appliquer un règlement européen qui, en fait, initialement, la faute de la victime était quasiment inopposable aux passagers de la SNCF, et en fait maintenant il est possible d'invoquer la faute de la victime, et surtout ce qu'on craint, ça n'a pas été encore jugé, mais si elle va jusqu'au bout, le délai de prescription va se raccourcir de 10 ans à 3 ans. Et ce que je déplore énormément, c'est l'application immédiate de ces revirements. La Cour de cassation en fait se cache derrière le fait que ce ne sont pas des revirements pour dire bah non, en fait ça s'applique, c'est comme ça, toutes les personnes qui avaient déjà saisi, bah, c'est fini pour elles, celles qui n'ont pas saisi, c'est fini pour elles. Et en fait, je trouve que c'est là où il y a une extrême gravité, c'est qu'elle aurait pu moduler sa décision en disant, bah, pour les personnes qui ont déjà saisi ou les personnes dont le droit était déjà acquis avant le revirement, on maintient la jurisprudence antérieure, et malheureusement, ce n'est pas du tout le cas. Et j'en termine sur ma dernière slide. La suite, bah, en fait, ça va être un pourvoi, et je le sais que le pourvoi sera rejeté sans aucune motivation parce que je n'ai pas d'autre attente. Mais du coup, il y a d'autres moyens. Donc, si quelqu'un veut réfléchir avec moi, venez me voir.